Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier absolument passionnant. On va parler d'un véritable millefeuille identitaire et culturel qui s'étale sur plus de 2 millénaires. C'est l'histoire des Juifs d'Algérie. Un récit, vous allez le voir, qui est fait de nuances, d'une résilience à toute épreuve et de rencontres tout simplement extraordinaires. Mais avant même de plonger dans les détails, posons-nous une question de fond. Comment est-ce qu'une communauté minoritaire arrive à préserver son âme, son essence même, alors que les empires se succèdent et s'effondrent pendant 2000 ans? En fait, il ne s'agit pas juste d'aligner des dates et des faits arides, c'est avant tout une incroyable aventure humaine, une histoire de survie, d'adaptation constante et d'une formidable synthèse culturelle. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Au programme, on va d'abord traverser une mémoire complexe, fouiller dans les racines antiques, comprendre la période de la conquête islamique, vivre le grand tournant séfarade, explorer l'ambiance unique des métropoles pour finalement célébrer cette riche culture judéo-arabe. C'est parti! Première étape de notre parcours, une mémoire complexe et millénaire. Et surtout, l'importance d'aller bien au-delà des clichés politiques du XXe siècle. Il faut dire qu'il y a une vraie urgence aujourd'hui à sauver ce patrimoine des simplifications politiques. En gros, on entend souvent deux extrêmes. D'un côté, le mythe de la coexistence parfaite, une sorte d'utopie harmonieuse, et de l'autre, l'idée d'une persécution ininterrompue et sans fin. Mais la réalité historique, elle est beaucoup plus subtile que ça. C'était un équilibre très délicat. On y trouvait à la fois une vraie fraternité sincère au quotidien et en même temps une distance sociale nécessaire pour que chacun puisse conserver sa propre identité religieuse. Deuxième partie de notre analyse, des racines antiques et berbères. Autrement dit, les origines très anciennes au cœur du Maghreb. Ce qui est vraiment frappant quand on observe cette chronologie, c'est l'échelle de temps. Bien avant l'invention des frontières modernes ou même du nom d'Algérie, la présence de cette communauté était déjà profondément enracinée. Ça commence dès l'Antiquité, ça traverse la romanisation au 1er siècle, puis la conquête musulmane, jusqu'à l'arrivée des séfarades en 1492. C'est simple, cette communauté fait partie de l'ADN même du Maghreb. Elle a tissé au fil des siècles des liens incroyablement étroits avec les populations autochtones. Et pour illustrer brillamment cette imbrication entre les populations juives antiques et les tribus berbères, on a une figure fascinante, la Caïna. C'est une reine guerrière presque légendaire. Dans plusieurs traditions, on l'associe souvent à une identité juive ou en tout cas à des alliances très fortes avec des clans juifs pour repousser les invasions. Alors, mythe ou réalité historique stricte, peu importe au final. Son histoire incarne à la perfection ce patrimoine croisé, complexe et profondément partagé entre juifs et berbères ruraux. Passons maintenant à notre troisième chapitre, l'ère de la conquête islamique, ou comment naviguer dans ce tout nouvel ordre arabo-musulman. À partir du 7e siècle, c'est un véritable bouleversement. Et un concept géopolitique crucial fait son apparition, le statut de dhimmi. Dans le droit islamique, c'est un statut spécifique accordé aux gens du livre, dont les juifs. Le point important à retenir, c'est qu'il s'agit d'un pacte social assez ambigu. D'une part, on garantit la sécurité, la liberté de culte et une large autonomie juridique interne, mais d'autre part, cela vient avec une subordination claire, des impôts spéciaux, la fameuse jizya, et des restrictions très visibles dans l'espace public. En fait, c'est ce statut complexe qui a permis à la communauté de survivre tout en officialisant sa différence religieuse. C'est d'ailleurs à cette époque que se développe le concept du Mela ou Hara. Il faut vraiment s'imaginer ces quartiers juifs traditionnels. Attention, ce n'étaient pas que des zones de séparation, loin de là. C'était des microcosmes bouillonnants. Imaginez un peu. On y entendait le brouhaha des artisans, les négociations intenses des marchands, les murmures des prières. C'était le cœur battant d'une résilience communautaire incroyable, l'endroit même où la culture se transmettait de génération en génération. Ce qui nous amène à la quatrième partie, le grand tournant séfarade, la véritable onde de choc de 1492. L'année 1492, c'est un séisme absolu. L'expulsion des Juifs d'Espagne va provoquer une collision démographique et culturelle sans précédent. D'un côté, on a les Toshavim, c'est-à-dire la population juive locale, souvent rurale, installée là depuis l'Antiquité. Et de l'autre, les Megorachim, ces exilés espagnols qui débarquent. Ces derniers arrivent souvent traumatisés, certes, mais ils sont aussi très éduqués, imprégnés d'une culture andalouse ultra raffinée. Forcément, au début, il y a des tensions autour des rites et de l'autorité. Mais avec le temps, ça va déboucher sur une synthèse d'une richesse exceptionnelle.
Cet afflux séfarade, c'est une vraie bouffée d'énergie qui a littéralement revitalisé le paysage maghrébin. Ils apportent avec eux des contributions majeures, de nouvelles langues comme le ladino et la haketia, une poésie liturgique arabo-andalouse magnifique et, d'un point de vue très pragmatique, l'accès à des réseaux de commerce méditerranéens super pointus. Ces nouveaux arrivants vont aussi instaurer une autorité rabbinique beaucoup plus centralisée. Bref, le judaïsme algérien en ressort transformé à jamais. On avance et on voit comment tout cela se construit dans notre 5e partie, l'âme des grandes cités. Découvrons ensemble les personnalités si particulières de la vie urbaine. Ce qui est fascinant, quand on se penche sur la période moderne, disons au 19e et 20e siècle, c'est de voir à quel point la géographie a sculpté des identités radicalement différentes. Regardez Alger, c'est la métropole bouillonnante, cosmopolite, un vrai carrefour. À l'est, on a Constantine, le bastion par excellence d'une érudition traditionnelle intense, célèbre pour ses débats talmudiques. Le contraste est fou avec Oran, à l'ouest, une ville portuaire très ouverte sur le large et la modernité occidentale. Et enfin Tlemcen, une vraie ville d'art, réputée comme un centre spirituel, mystique et judiciaire. D'ailleurs, à Tlemcen précisément, on trouve un phénomène remarquable, la griba. C'est un sanctuaire, le tombeau d'un sage très vénéré. Et ce qui est captivant, c'est que ce lieu de pèlerinage n'attirait pas uniquement des foules juives. Par moments, des voisins musulmans s'y rendaient aussi pour chercher la bénédiction, la fameuse baraka. Ça montre parfaitement comment, face au sacré, une ferveur spirituelle locale pouvait parfois transcender et brouiller les frontières religieuses, pourtant si strictes en apparence. Nous voici déjà à la 6e et dernière partie, une riche culture judéo-arabe. C'est l'apogée même d'une existence partagée. On touche ici au sommet de cette culture hybride, une sorte d'éponge culturelle façonnée par des siècles de proximité. Imaginez les ruelles. On y parlait un dialecte judéo-arabe unique, un mélange savoureux d'arabe maghrébin parsemé de mots hébreux. L'air résonnait de musique arabo-andalouse, préservée et enrichie par des maîtres des 2 confessions. On partageait des coutumes, comme les rituels du henné pour les mariages, ou même certaines superstitions locales. Et visuellement, c'était un artisanat foisonnant, avec de magnifiques bijoux en filigrane et des textiles porteurs d'une esthétique vraiment commune. Mais s'il y a bien un domaine qui raconte cette fusion mieux que n'importe quel autre, c'est la cuisine. C'est l'ultime métaphore de ce vivre ensemble. D'abord, on embrasse à bras-le-corps les épices, les légumes et les bases du terroir maghrébin. Ensuite, on se livre à une véritable gymnastique d'adaptation pour respecter à la lettre la cache-route, les lois alimentaires juives, comme la séparation stricte du lait et de la viande. Et le résultat de tout ça? La création de merveilles culinaires absolument uniques. Pensez à la fameuse dafina qui mijote pour le Shabbat ou à la délicieuse shakshuka juive, un héritage savoureux de l'ingéniosité humaine. Et au milieu de tout cet équilibre, il y avait un personnage central, le rabbin algérien. Attention, il ne passait pas ses journées uniquement plongé dans les textes. C'était un véritable diplomate du quotidien, un médiateur de terrain indispensable. Son rôle consistait à jongler en permanence entre la halakha, la loi juive stricte, les coutumes locales maghrébines et les lois de la société dominante. Un travail d'équilibriste de tous les instants pour préserver la cohésion de la communauté. Aujourd'hui, cette présence pluriséculaire a quitté l'Algérie, dispersée par les grands exils du milieu du XXe siècle. Et il y a cette citation particulièrement poignante. Comprendre les Juifs d'Algérie, c'est aussi, et peut-être avant tout, écouter les silences et les voix de l'absence, restituer ce que la perte laisse comme trace. Ces mots ancreront vraiment notre exploration dans le poids émotionnel de ce monde évanoui, rendant un hommage vibrant à la mémoire de cette diaspora. Alors pour conclure, face à cette histoire disparue, une réflexion s'impose. Quand un monde aussi foisonnant s'évapore, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour préserver activement la mémoire de toutes ces rencontres complexes? Comment aller au-delà de la simple nostalgie? La réponse, finalement, réside peut-être dans l'écoute attentive de ces traces discrètes de l'histoire qui continuent d'infuser notre présent. C'est sur cette question provocante que s'achève notre analyse, en espérant que cette plongée au cœur du passé continuera d'alimenter vos réflexions.